Bonjour et bienvenue. On a souvent entendu ce conseil, hein. Va à l'école, assure-toi de bonnes notes, trouve un bon job stable. Le chemin classique, quoi. Oui, le parcours idéal, soi-disant. Mais voilà, la question qu'on se pose aujourd'hui est si ce chemin, eh bien, s'il n'était plus aussi sûr, s'il était même un peu risqué dans le monde d'aujourd'hui. C'est exactement ça. On va explorer une vision des finances personnelles, disons, différente. Oui, tiré d'une source qui met en scène deux figures paternelles, deux influences totalement opposées. Tout à fait. On va plonger dans le contraste entre deux philosophies financières. L'auteur de notre source, Robert Kiyosaki, parle de son père pauvre, son vrai père, très instruit, mais toujours en difficulté financièrement. Mhm. Et de son père riche, le père de son ami, moins diplômé, mais un entrepreneur qui a réussi. C'est ce choc des visions qui est fascinant. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Ces idées sur la richesse, le travail, l'argent. Et surtout, ces fameux actifs et passifs. Exactement. Et de voir comment ça peut nous amener à questionner nos propres idées reçues sur l'argent, notre littératie financière, comme on dit. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ces philosophies qui s'opposent. C'est pas juste une petite différence, c'est vraiment deux mondes. Ah oui, complètement. D'un côté, père pauvre. Un homme brillant, hein, un doctorat, une belle carrière dans l'éducation. Il valorisait la sécurité de l'emploi, le parcours académique. Très respectable. Mais, d'après la source, ça le laissait financièrement fragile. C'est l'idée. Et de l'autre côté, père riche, lui, il n'avait même pas fini le lycée, mais il créait des entreprises. Son but, c'était pas la sécurité de l'emploi. C'était quoi alors? L'indépendance. L'indépendance financière, oui. Et ça changeait tout dans leurs conseils. Prends l'éducation, par exemple. Oui, c'est un bon exemple. Père pauvre disait « étudie bien pour trouver une bonne entreprise où travailler ». Très centré sur le salariat. Alors que père riche, lui, disait « étudie bien pour trouver une bonne entreprise à acheter Ah, la nuance. ». Ou même « apprends à embaucher des gens plus intelligents que toi ». C'est une inversion totale de perspective. Devenir patron, pas employé. Et ça se voyait aussi dans leur rapport à l'argent lui-même. Le père pauvre qui disait l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Oui, ou alors face à une dépense, je ne peux pas me le permettre. Et c'était fini, la discussion était close. Une sorte de blocage mental presque. C'est comme ça que Père Riche le voyait, une paresse mentale. Lui, il pensait plutôt le manque d'argent est la racine de tous les maux. Une vision plus pragmatique. Et surtout, il interdisait cette phrase « je ne peux pas me le permettre ». À la place, il forçait à se demander Comment puis-je me le permettre? exactement. Pour lui, c'était un exercice pour le cerveau. Chercher des solutions, pas juste accepter une limitation. Ça change tout. Et ça mène à leur vision du travail, j'imagine. Tout à fait. Pour père pauvre, travail égale salaire, sécurité, avantage. La base, c'était un job stable. Logique. Mais père riche, lui, voyait ça comme un piège potentiel. Son idée fixe était « fais travailler l'argent pour toi » et pas l'inverse. L'autonomie avant tout. Pas dépendre d'un patron. Voilà. Même d'un bon patron. Et forcément, ça impacte aussi la vision du risque. Père pauvre devait être prudent, non? Très prudent. Éviter le risque à tout prix. Alors que père riche disait « le risque, ça fait partie du jeu pour créer de la richesse. Il faut apprendre à le gérer. Pas à le fuir. Gérer le risque. » C'est ça. Et ça nous amène à un point assez surprenant, nous, leur définition d'un actif. Ah oui. Père pauvre disait, comme beaucoup, notre maison, c'est notre plus grand actif. Alors que père riche, eh bien pour lui, la résidence principale, c'était un passif. Un passif. Carrément. Oui, sa définition était simple. Un passif, ça sort de l'argent de ta poche. Le prêt, les taxes, l'entretien. Un actif, ça n'en met dedans. Donc la maison coûte de l'argent tous les mois. Voilà. Donc pour lui, c'était un passif. Il disait même, si votre maison est votre plus gros investissement, vous avez un problème. Lui se concentrait sur l'achat d'actifs qui génèrent des revenus. On y reviendra sur cette distinction, elle est capitale. Et dernier point de divergence, les impôts. Père pauvre pensait, de manière assez classique, que les riches devaient payer plus pour la société. Et père riche, Lui, en tant qu'entrepreneur, voyait les impôts comme une punition pour ceux qui produisent. Mais surtout, il insistait sur l'importance de comprendre le système fiscal pour minimiser légalement sa charge. légalement, oui. Il expliquait que l'impôt sur le revenu aux États-Unis, au début, c'était pour les riches. Mais au final, ce sont les classes moyennes qui ont le plus payé. Pourquoi ? Parce que les riches, eux, ont appris à utiliser les règles, notamment via les sociétés. D'accord.
Toute cette opposition nous conduit à la première grande leçon qu'il retient. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Alors ça, il faut qu'on explique. Ça part d'une histoire perso, c'est ça? Oui, il raconte, quand il était gamin, 9 ans environ, il voulait apprendre à faire de l'argent. Il va voir Père Riche, et Père Riche l'embauche, lui et son copain Mike. Pour un salaire ridicule, non? Dérisoire. 10 centimes de l'heure. Même à l'époque, c'était rien. Le jeune Robert devait être furieux. Il l'était. Il se sentait exploité. Mais c'était voulu par Père Riche. Une leçon, Ah, un coup monté. en quelque sorte, pour provoquer une réaction. Et après que Robert ait râlé, Père Riche lui propose un truc encore plus fou. Continuer à bosser, mais Mais quoi? gratuitement. Gratuitement? Mais pourquoi? C'est quoi l'idée? L'idée, c'était de les sortir de la logique je travaille égale je reçois un salaire. En travaillant sans paie, ils devaient eux-mêmes trouver un moyen de gagner de l'argent. Observer, être créatif. Et c'est là qu'ils ont eu l'idée de leur bibliothèque de BD. Exactement. Ils récupéraient les BD invendus, les stockaient et faisaient payer un petit droit d'entrée aux autres enfants pour lire. Malin. Et là, l'argent travaillait pour eux, même sans qu'ils soient là à échanger du temps contre 10 centimes. C'est l'illustration parfaite. Père Riche disait que la plupart des gens sont piégés dans la rat race, la course de rats. La roue du hamster. C'est ça, leurs décisions financières sont dictées par deux émotions. Oui. La peur et l'avidité. Ou le désir. La peur de manquer, de ne pas payer les factures. Oui. Et le désir d'acheter plus, d'avoir mieux, de montrer qu'on réussit. C'est le cycle classique. Métro, boulot, dodo, facture, on gagne, on dépense et hop, faut retourner travailler. Et la peur que ça s'arrête. Voilà. La peur te fait t'accrocher à ton job, même s'il te plaît pas. Et dès que t'as l'argent, le désir prend le relais, tu dépenses, souvent pour des trucs qui perdent de la valeur ou créent de nouvelles dépenses, des passifs encore. On réagit avec ses émotions, pas avec sa tête, en gros. C'est ça. Au lieu de prendre du recul et de se dire « Ok, j'ai peur » ou « Ok, j'ai envie de ça » et d'utiliser ça pour réfléchir. Et une augmentation de salaire, ça change rien au final. Souvent, non. Parce que les dépenses augmentent aussi vite, voire plus. Plus gros salaire, plus grosse voiture, plus grande maison, égale plus de dettes, plus de charges. Toujours prisonnier du système. Esclave de l'argent, en fait. La leçon de Père Riche, c'est maîtriser ses émotions, ne pas les laisser choisir pour toi, et faire que ce soit l'argent qui bosse. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième leçon, l'importance de la littératie financière. Savoir de quoi on parle et s'occuper de ses propres affaires. Comment on fait ça concrètement? Le point de départ absolu, la règle numéro 1 pour Père Riche, comprendre la différence entre un actif et un passif. Pas un truc de comptable, juste du bon sens. On l'a dit, actif, met de l'argent dans la poche, passif, sort de l'argent. Simple. Aussi simple et aussi crucial que ça, oui. Et c'est là que beaucoup se trompent. Les schémas qu'il dessine sont très clairs. Pour la classe moyenne, le salaire arrive. Et repart aussitôt. Exactement. Pour les dépenses, les prêts, la maison, la voiture, les passifs. Reste rien ou presque pour acheter des actifs. Chez les riches, selon lui, les actifs, entreprises, immobilier locatif, actions, génèrent des revenus. Ces revenus payent les dépenses et permettent d'acheter d'autres actifs. C'est un cercle vertueux. L'exemple de la maison est fort, considéré comme un actif, mais vu ici comme un passif si c'est juste pour y vivre. Ça bouscule? Carrément. Un bien immobilier peut être un super actif s'il est loué et rapporte plus qu'il ne coûte. Mais ta propre maison, même si elle prend de la valeur, chaque mois, elle te coûte. Il cite l'exemple de Ray Kroc de McDonald's, non? Oui, excellente histoire. Il demande à des étudiants en MBA « C'est quoi mon business ?» Ils répondent « Les hamburgers, évidemment. » Et Kroc dit « Non, mon business, c'est l'immobilier. » Ah oui, il avait compris que la vraie valeur, c'était les terrains où étaient les McDo. Les hamburgers payaient juste l'immobilier. Ça illustre bien la différence, sa profession, les burgers, et ses affaires, l'immobilier. C'est ça que Père Riche voulait dire par « occupe-toi de tes propres affaires ». Ton job paye les factures au début, ok, mais tes affaires, c'est ta colonne d'actifs. C'est là-dessus qu'il faut bosser, acheter des trucs qui rapportent. Donc si on suit la logique, la classe moyenne stagne parce qu'elle se concentre sur son salaire. Oui, la colonne des revenus. Et elle dépense pour des passifs. Belle voiture, dernier gadget, maison un peu trop grande à crédit. C'est l'analyse de la source, oui. Plus de revenus égale plus de dépenses, plus d'impôts, mais pas plus d'actifs. Pour s'enrichir, il faut acheter des actifs. Actions, obligations, immobilier locatif rentable, des business qui tournent sans toi, de la propriété intellectuelle. Et le luxe, les belles choses. Père Riche disait « ça,
c'est en dernier, quand tes actifs génèrent assez d'argent pour te les payer sans problème. Pas avant. Et surtout pas à crédit, ce qui alourdit les passifs. Question de priorité. C'est logique. Et ça nous mène à un point plus technique. Les sociétés, la fiscalité. L'idée que les riches jouent avec des règles un peu différentes. Disons qu'ils connaissent mieux les règles. Comme on disait, Père riche voyait que les impôts finissaient par peser plus sur les salariés. Parce que les riches utilisent les structures légales, surtout la société. Comment ça aide une société pour les impôts? Légalement, bien sûr. Le truc clé, c'est l'ordre des opérations. Toi, salarié, tu gagnes ton argent, tu paies tes impôts dessus et tu dépenses ce qui reste. Classique. Une société, elle, gagne de l'argent, ensuite elle dépense pour son fonctionnement, salaire, frais, certains investissements, etc. Et elle n'est imposée que sur le bénéfice final, ce qui reste après les dépenses. Ah oui, donc beaucoup de dépenses sont faites avant impôt, pas après. C'est un gros avantage. Énorme, ça permet de réinvestir plus, de protéger ton patrimoine perso, la société fait écran, d'optimiser, toujours dans la loi, hein. Mais il faut connaître. Comptabilité, fiscalité, droit, c'est ça le QI financier dont parlait Perriche. Il disait, ne grimpe pas juste à l'échelle de l'entreprise, possède l'échelle. La société, c'est l'échelle. C'est exactement ça. C'est clair. Mais savoir tout ça, ça ne suffit pas, apparemment. La source dit qu'il y a des blocages psychologiques. Oui, et c'est fondamental. Il liste 5 grands obstacles. La peur, le cynisme, la paresse, les mauvaises habitudes et l'arrogance. Le fait de croire qu'on sait tout. Concentrons-nous sur les deux premiers. La peur. Surtout la peur de perdre de l'argent. Qui n'a pas ça? Tout le monde l'a, même les pros. La différence, c'est comment on réagit. Pour beaucoup, cette peur paralyse. On préfère ne rien faire, ne rien risquer, et donc on ne gagne rien. Logique. Père Riche disait « Perdre, ça fait partie de l'apprentissage ». Tous les self-made millionnaires ont connu des échecs, parfois des gros. Faut apprendre et continuer. Il aimait bien cette mentalité un peu texane. « Remember the Alamo ». Tu te prends une claque, mais tu transformes ça en motivation. Gérer la peur, c'est pas ne pas en avoir. C'est agir quand même. Voilà. Et il suggérait aussi de se concentrer au début. Ne pas trop diversifier quand on a peu d'argent. Ça dilue les gains. Mieux vaut bien connaître quelques trucs. D'accord. Voir l'échec comme une étape. Et le deuxième obstacle, le cynisme, le doute, le fameux « oui mais ». Ah, celui-là. La petite voix. Et si ça rate? Et si l'économie s'écroule? Et si on m'arnaque? Et souvent, c'est amplifié par le bruit autour, les amis, la famille, les médias, qui sont souvent négatifs. Le chicken little, comme il dit, celui qui crie tout le temps que le sien va tomber. C'est ça. Le cynisme t'empêche de voir les opportunités. Tu passes ton temps à critiquer, à trouver pourquoi ça ne peut pas marcher. Alors que ceux qui réussissent cherchent comment faire marcher le truc. Exactement. L'exemple du « je ne veux pas » est typique. Je veux bien investir dans l'IMO, mais je ne veux pas déboucher les toilettes le dimanche. Oui, je vois. Blocage. Au lieu de chercher la solution. Comment investir sans gérer les toilettes? Réponse, trouver un bon gestionnaire. Le cynisme ferme cette porte. Pense au colonel Sanders. Plus de 1000 refus avant qu'on accepte sa recette de poulet. Un cynique aurait lâché l'affaire bien avant. Ce doute, ça coûte cher en opportunités manquées finalement. Ok, si on résume les points forts de tout ça, d'abord, remettre en question les conseils classiques. Ensuite, maîtriser la différence actif-passif. C'est crucial. Absolument. Se concentrer sur la construction de sa colonne d'actifs. Faire travailler l'argent pour soi et pas l'inverse. Et puis, réaliser que la connaissance financière, le QI financier et la gestion de sa propre psychologie, la peur, le cynisme, c'est aussi important, sinon plus, que le montant sur la fiche de paie. C'est une très bonne synthèse. La liberté financière, vue comme ça, c'est moins une question de gros salaire que d'un mélange de connaissances, d'habitudes et d'un état d'esprit. Un état d'esprit tourné vers les solutions, la gestion du risque. C'est un vrai changement par rapport à l'idée « gagne bien ta vie et tout ira bien ». Et c'est important de dire que c'est pas juste pour une élite, ces idées. Comprendre ça, ça peut changer l'approche de tout le monde, peu importe d'où on part. C'est reprendre le contrôle, s'éduquer, se créer des choix. Tout à fait. Et pour finir, peut-être laisser une question ouverte. On a vu comment la peur et le désir nous mènent souvent par le bout du nez, financièrement parlant. Nous coincent dans cette rat race. Alors, la question, ce serait, au-delà d'accumuler des actifs, comment est-ce qu'une meilleure compréhension, une meilleure gestion de cette psychologie de l'argent, cette danse entre peur et désir, pourrait nous ouvrir la voie?
pas juste vers la richesse, mais vers une liberté financière plus profonde, une sorte de sérénité peut-être, face aux aléas de la vie, de l'économie. C'est une excellente question pour terminer. Ça invite à réfléchir sur son propre rapport à l'argent au-delà des chiffres. Merci beaucoup pour cette analyse très éclairante. Merci à toi. Et merci à nos auditeurs pour leur écoute.